Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire que nous organisons exceptionnellement afin de parcourir avec vous quelques dispositions du nouvel accord du gouvernement qui est tout frais, tout neuf. Et voilà, nous aurons l'occasion de parcourir à ce niveau quelques mesures fiscales d'une part et quelques mesures sociales d'autre part. Alors pour vous accompagner aujourd'hui, il y aura donc moi-même, Guillaume Schmitz, qui vais commencer et qui vais vous parler des mesures fiscales, et mon collègue Dylan Cazard, qui est spécialisé en droit social et droit du travail, et qui aura l'occasion ensuite de parcourir avec vous quelques mesures plutôt sociales et d'aspects du droit du travail. Alors voilà le petit agenda. Donc on est ensemble pour 1 heure. On va tout d'abord parcourir quelques points au niveau de la fiscalité et ensuite vous aurez le plaisir d'être accompagné par Dylan et qui vous présentera les points en termes de droit du travail et de la sécurité sociale. Je vais commencer immédiatement. Alors nous avons la possibilité de poser des questions et des réponses. Dans la mesure où on aurait un exposé qui durait un peu moins d'1 heure, ben, on prendra évidemment le temps de parcourir ces questions et ces réponses par la suite. Si nous n'avons pas l'occasion de répondre à toutes les questions et les réponses, on fera au mieux dans la mesure du possible pour vous recontacter ultérieurement pour répondre à vos diverses questions. Je vous informe également que dans le courant de l'après-midi, nous aurons un article assez long qui sera publié sur notre site internet où vous aurez un détail de toutes les mesures et notamment celle dont on ne pourra malheureusement pas parler aujourd'hui, et qui vous permettra d'avoir une vue globale des divers changements. Puisque comme vous le voyez ici, nous avons en tout cas en matière de fiscalité un agenda essentiellement axé sur les sociétés. Nous aurons sur notre site internet évidemment aussi tout le volet particulier, le volet TVA, etc. Vous recevrez, si vous êtes inscrit dans la newsletter, le lien par la suite pour parcourir tout ça. Et évidemment, ça se trouve sur notre site internet. Ça sera publié a priori dans le courant de l'après-midi. Alors, au niveau fiscal, on a d'abord fait un petit condensé de mots-clés. Alors, on va pas tous les parcourir, mais c'est un peu l'idée de voir tous les nouveautés qu'on va avoir, tous les champs. Vous voyez que c'est quand même assez large. Euh, dans l'essentiel, les modifications ne sont pas réellement substantielles. C'est beaucoup de petites modifications par-ci, par-là, dans un but de simplifier. Mais voilà, on n'aura malheureusement pas la possibilité de tout parcourir. Mais ici, on fera au mieux et on va en tout cas axer les discussions et la présentation sur certaines mesures phares, celle dont on a le plus parlé récemment, depuis le mois d'août, où la première version de la note était sortie jusqu'à fin de semaine dernière, où l'accord de gouvernement a été publié. Alors, les premiers changements, on va tout d'abord parler du régime des RDT. Les régimes des RDT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un régime qui permet, au niveau des sociétés, de bénéficier d'une exonération des dividendes et également des plus-values, dans la mesure où certaines conditions sont remplies. C'est en réalité l'application belge du principe de la directive Murphy qui a pour objet d'éviter d'avoir des doubles impositions, on va dire, des mêmes revenus lorsqu'on a des sociétés qui sont liées. Alors, le régime de base prévoit une exonération, une déduction pour les dividendes, euh, on va dire sous 3 conditions, dont 2 sont les principales. La première, c'est qu'on doit détenir les actions pendant au moins 1 an. Et la deuxième, c'est qu'on doit avoir une participation assez importante, ce qui signifie qu'elle doit être d'au moins 10% du capital de la société qui distribue le dividende, ou elle doit être de 2,5 millions. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors ici, le premier changement, c'est que la déduction des RTT va devenir une exonération. Donc d'un point de vue fiscal, c'est un peu plus technique, mais ça intervient plus tôt. Bon, ici, on est essentiellement dans la technicité. Le principal effet, c'est qu'on n'aura plus, quand on n'a pas utilisé tout la déduction de RDT lors d'une année, on n'aura plus la possibilité de le reporter, puisqu'au final, on aura tout déduit dans tous les cas immédiatement et ça impliquera éventuellement une perte reportée à déduire ultérieurement. Mais voilà, si c'est un peu plus technique, on ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, et c'est là où on a une grosse nouveauté, qui est peut-être la plus grosse, sous réserve de ce qu'on verra pour les SICAV et RDT ensuite, on a l'instauration d'un nouveau seuil pour les grandes entreprises. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut une condition de détention d'1 an, ça, il n'y a rien qui change, et il faut également une condition de participation. Il faut détenir 10% ou 2,5 millions. Ici, on vient vous dire, écoutez, ça reste, mais par contre, pour les grandes entreprises, les grandes sociétés, on va venir passer ce seuil de 2,5 millions à 4 millions. Alors, c'est quand même un impact assez important.
Attention que si on a 10%, on est dans tous les cas bon. Donc, vous avez une participation de 3 millions. Avec plus de 10%, ben, ça ne change rien. Par contre, vous n'avez pas 10%. À l'époque, avec 3 millions, vous aviez droit à la déduction RDT. Ici, ce n'est plus le cas. À nouveau, comme je l'ai dit, ça ne vaut que pour les grandes entreprises. Une grande entreprise, c'est quoi? Alors, vous allez voir qu'au final, on n'y est pas très vite. La loi fiscale dit qu'une entreprise, c'est ce qui n'est pas une petite entreprise ni une moyenne entreprise. Alors, on va directement voir ce que c'est une moyenne entreprise. Une moyenne entreprise, c'est une société dont on a 3 critères. Elle ne peut pas dépasser plus d'un des critères. Le premier critère, c'est un chiffre d'affaires de 50 millions par an. Le deuxième critère, c'est un total du bilan de 43 millions. Et le troisième critère, c'est employer 250 ETP. Vous voyez que les critères sont quand même assez élevés. Donc, dans la majorité des cas, on ne sera pas dans cette catégorie. Le seul point, c'est que lorsque la société fait partie d'un groupe de sociétés, on doit apprécier ces chiffres de manière consolidée. Donc, pour les groupes de sociétés, si vous êtes par exemple la société FI euh, intégrée dans un grand groupe de sociétés, là par contre, quand vous consolidez, il y a des grandes chances que vous passiez dans cette catégorie de grandes sociétés. Et là, vous serez soumis à ce nouveau seuil de 4 millions en termes de conditions de participation. Et alors, on a une deuxième condition qui va venir s'ajouter à ce niveau-là, aussi sur la condition de participation, mais elle est plutôt qualitative. C'est qu'on va dire, pas de souci, vous pouvez avoir une participation qui fait plus de 4 millions, mais qui fait peut-être 1 ou 2%, mais elle doit avoir la nature d'une immobilisation financière. Ça signifie que d'un point de vue comptable, on doit considérer que c'est une immobilisation sur de long terme. L'opposition, c'est un placement de trésorerie, par exemple. Donc ici, on doit vraiment considérer qu'on a vraiment un certain lien durable dans la participation, qu'on a envie de rester dans le capital de la société durant un certain temps, qu'on s'investit dans la société, dans la prise de décision en tant qu'actionnaire, puisque forcément on a une participation, donc on a droit à participer à l'Assemblée générale. Donc voilà, c'est vraiment cette notion qui est fondamentale, et donc ici, le traitement comptable de la participation va être essentiel. C'est très important. Alors, en termes d'exclusion, euh, ce régime donc ne s'applique pas, donc cette nouvelle condition de 4 millions ne s'appliquera que entre les grandes sociétés entre elles. Donc si vous avez une grande entreprise mais qui investit dans une petite PME, là par contre, a priori, le régime ne vaudra pas, donc on restera sur les 2,5 millions. Idem pour une petite entreprise qui investit en principe dans une grande, même si à ce niveau-là, le texte légal, l'accord n'est pas très clair, et justement, on attend que le texte légal sorte pour y voir un peu plus clair. Alors, euh, donc voilà, ici je reprends un peu les mêmes conditions. Euh, mais le- L'essentiel ici, c'est les points d'attention. En termes de points d'attention, il y a la question de l'immobilisation financière, et donc on va devoir regarder quand est-ce qu'on est dans le cas d'une immobilisation financière. Il y a vraiment une vraie réflexion en termes d'évaluation de la participation, donc une vraie réflexion comptable et juridique à avoir à ce niveau-là. Et alors, c'est vrai que nous, de notre côté, on s'interroge un peu aussi sur cette exigence qualitative d'une immobilisation financière par rapport, on l'a dit, au droit communautaire, puisque, comme je l'ai dit avant, le principe des RDT découle de la directive Murphy, et donc on doit un peu voir si ça passera, on va dire, les tests à ce niveau-là, et ce sera acceptable ou pas. Euh, donc voilà, les autres points d'attention ne sont pas très importants, j'en ai en tout cas discuté avant. Par contre, et je vois que on a perdu le slide sur les SICAV RDT. Je vais repasser dessus rapidement, alors ici, à ce moment-ci. Euh, je reviens donc sur la RDT. Pour ce qui concerne le régime des SICAV RDT, une SICAV RDT, c'est quoi? Une SICAV, c'est un fonds d'investissement. Certains connaissent, vous investissez dans une SICAV, c'est une société d'investissement à capital variable. Cette société investit elle-même dans d'autres actions. Il y a une gestion discrétionnaire qui en est faite. Vous, de votre côté, en ayant investi dans la SICAV, vous ne bénéficiez que des dividendes distribués par la SICAV et vous réalisez éventuellement une plus-value au moment où vous vendez cette SICAV. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de ce régime euh, lors des derniers mois suite à la première version de la note, où il a été question à un moment de faire sauter ce régime, donc que le régime de SICAV RDT disparaisse. Ici, pour l'instant, en tout cas dans l'accord de gouvernement qui a été publié, on a quelque chose qui est beaucoup moins grave, on va dire. En tout cas, les changements sont plus minimes. Le premier impact, c'est qu'on va réintroduire, c'était le cas à l'époque, une taxation de 5% sur le produit de la vente ou le dividende. Donc on aura une petite taxation qui sera bien plus faible
que ce qui est prévu initialement, ce qui est prévu à l'impôt des sociétés. Donc voilà, on a un tout petit, c'est assez symbolique, on pourra dire, mais 5%, c'est 5%, mais c'est bien plus faible que l'imposition à 20 ou 25%. Par contre, et ça c'est très important, dans l'accord de gouvernement, on parle de ne plus permettre d'imputer le précompte mobilier qui a été retenu sur ses revenus, qui a été prélevé sur ses revenus. Donc, je prends l'exemple, vous avez investi dans une SICA VRDT, vous touchez un dividende de 10 000 euros. Ben, en principe, le fonds va prélever le précompte, va le reverser à l'État. Et dans votre déclaration fiscale, vous déclarez le revenu et à ce moment-là, vous pouvez dire, attendez, moi j'ai un précompte qui a été prélevé, mais mon revenu est exonéré, je demande à ce qu'ils soient imputés sur mon impôt. Ça, c'est le principe de l'imputation du précompte. Ici, on vient vous dire, pas de souci, ce précompte va être prélevé, comme c'est le cas, parce qu'on n'a pas de règle de renonciation au précompte. Par contre, si le dirigeant de la société ne perçoit pas une rémunération au moins égale à 50 000 euros, on verra après pourquoi 50 000 et plus 45, à ce moment-là, vous ne pourrez plus imputer le précompte. Donc, vous voyez qu'ici, le prisme change complètement. Et plutôt que d'avoir un investissement SICA VRDT qu'on utilise souvent lorsqu'on fait de l'optimisation fiscale où on décide de ne plus se rémunérer, on décide de tout réinvestir, de capitaliser en société et de sortir ça en dividende via par exemple des réserves de liquidation, ben, ici on va venir vous dire attention, si vous voulez utiliser ce schéma-là, vous devez vous rémunérer à concurrence d'au moins 50 000 euros dans la société. C'est très important parce que ça change complètement la donne et l'utilisation des SICA VRDT à ce niveau-là. On verra évidemment ce qui va ressortir plus exactement de ce texte une fois que ça passera. Mais voilà, il faut bien avoir ça en tête. Alors, je vais passer à un autre point, un autre grand point. Je pense que si vous lisez un peu la presse, c'est celui dont on parle le plus pour l'instant. C'est la fameuse contribution de solidarité. Alors, c'est quoi la contribution de solidarité qui va s'élever ici à 10%? Et la contribution de solidarité, en fait, c'est l'autre mot, qu'on a appelé ça comme ça maintenant, pour parler de la taxe sur les plus-values. Taxe sur les plus-values à l'impôt des personnes physiques. On a un peu changé le prisme ici. La conception est un peu différente, mais on parle de la même chose, hein. On parle d'une taxe sur les plus-values. L'idée, c'est de dire, ben, on va taxer les plus-values, mais les plus-values de tous les actifs financiers. Alors là, on est venu sortir un peu des grandes discussions qu'on a sur la taxation des plus-values sur actions, qui étaient pour l'instant les seuls en principe vraiment exonérés. Ici, on vient vous dire, ben, pas de souci, on va venir prendre notamment les crypto-monnaies, les actifs, tout ce type d'actifs-là. Vous savez, si vous lisez un peu aussi la presse, que c'est des grands sujets de discussion. On ne sait jamais comment sont taxés si vous faites une plus-value sur du Bitcoin ou etc. On ne sait pas trop comment c'est taxé. On parlait toujours de la spéculation, de la gestion normale d'un patrimoine privé ou du volet professionnel. Ben, ici, on va venir mettre ça dans le même giron et on va essayer d'un peu clarifier les règles et d'avoir un régime assez transparent à ce niveau-là. Donc voilà, ce serait un même principe pour tout le monde. Un autre point qui est important par rapport à cette contribution de solidarité, et ça, c'est une question qu'on se posait souvent, c'est qu'en principe, on ne va taxer que les plus-values qui sont réalisées à partir de la date d'entrée en vigueur de la disposition. On parle pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai pu lire le plus souvent, du 1er janvier 2026. Donc on a encore un peu le temps à ce niveau-là. Ça signifie que les plus-values latentes qui ont été constatées mais non réalisées jusqu'au 31 décembre 2025 ne seraient pas taxées. On devrait avoir une sorte de photo du patrimoine au 1er janvier 2026. Et si vous vendez, par exemple, en 2028, ben on va venir prendre l'accroissement de valeur entre le 1er janvier 2026 et la date de réalisation en 2028. C'est très important à ce niveau-là, et vous allez voir, on le verra après, que ça va induire très certainement toute une série de difficultés en termes de valorisation. Donc voilà. L'autre point, le dernier point à ce niveau-ci, c'est que si on taxe les plus-values, ben forcément, on pourra déduire les moins-values. Pour l'instant, l'accord du gouvernement ne parle que d'une déduction des moins-values lors de la même année. On n'aura pas de possibilité de reporter les moins-values qu'on n'a pas pu déduire parce qu'on n'avait pas de base imposable suffisante. Ça, c'est important. Donc, si vous boursicotez pas mal sur une année, vous allez pouvoir compenser lors de la même année, mais par contre, pas de report possible ultérieurement. À nouveau, et je le précise, hein, ça sort de l'accord de gouvernement. Je pense qu'il y aura encore des discussions entre les parties pour voir comment ça va se moduler dans la pratique. Mais c'est vrai que sur ce point-ci, je pense que ce principe-là va être maintenu en l'état. Alors, ça, c'est au niveau des changements. Ben, au niveau du fonctionnement,
c'est ici assez important. Actuellement, on parle d'une exonération des plus-values à concurrence de 10 000 euros par an. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par 10 000 euros par an et surtout de quelle plus-value? Le texte enfin, l'accord de gouvernement n'est pas très clair. Dans la presse, vous pouvez un peu lire les différents articles, vous allez vous rendre compte qu'au final, on omet souvent un peu de dire ce qu'on entend par là. Il y a deux solutions. Soit on parle de 10 000 euros par plus-value, soit on parle d'une base imposable annuelle de 10 000 euros composée de toutes les plus-values. À mon sens, je pense qu'on est dans ce deuxième cas de figure. On devrait partir un peu comme on l'a fait maintenant pour les dividendes, l'exonération des dividendes. Vous savez, vous avez une exonération jusqu'à 800 euros de dividendes par an qui va être réindexée. Je pense on passera dans un même schéma et cette exonération fiscale ou cette déduction selon ce qui est un précompte ou pas qui a été retenu, on la revendiquera dans la déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques. Je pense que c'est le schéma le plus plausible, en tout cas à ce niveau-ci. On parlait à un moment d'une exemption pour les actions qu'on détient depuis plus de 10 ans. On ne retrouve rien à ce niveau dans le texte de l'accord du gouvernement. On l'a dit ici, le problème, c'est que pour l'instant, on a des sons de cloche des partis qui sont assez différents. En matière de plus-value, on avait déjà un texte néerlandais et un texte français qui différaient sur certains points. Donc vous voyez que tout ça n'est pas très évident, même pour nous, à la lecture de ces dispositions, mais en tout cas, sur ce point-là, on ne le retrouve dans aucun des deux textes. Alors, euh, quelque chose qui est important malgré tout à ce niveau-là, parce que bon, une taxation comme ça des plus-values à 10%, même si 10% peut paraître encore assez faible, mais sur des gros montants, ça peut quand même être assez élevé, c'est que on est venu dire, OK, on va taxer les plus-values, mais on va permettre aux entrepreneurs, appelle pas ça comme ça, mais c'est l'idée, qui détiennent au moins 20% des actions émises par la société, de bénéficier d'une première part d'une exonération de leur plus-value et d'autre part d'un taux progressif plus faible jusqu'à un certain montant. Alors, l'idée, c'est de dire, ben, si vous avez une participation de plus de 20%, vous pourrez bénéficier de l'exonération pour la plus-value, donc pas le prix de réalisation, attention, hein, vraiment la plus-value, jusqu'à 1 million. Et ensuite, vous aurez une taxation d'abord de 1,25, puis de 2,5, 5%, et enfin, on revient dans le régime normal de 10%, selon la tranche de la plus-value. Donc voilà, vous voyez que ça va être quelque chose qui va être progressif à ce niveau-là. Il y a eu et je pense qu'il y a d'ailleurs toujours un désaccord entre deux parties sur ces dispositions, à nouveau parce que l'accord n'était pas très bien rédigé. Nous avons un parti qui dit, mais ces taux progressifs ne valent que si on a 20%. Donc, si on a 15%, c'est 10%. Donc, on a une participation de 15% dans une société et on vend, on fait une plus-value. Un des partis nous dit, ben, à ce moment-là, on sera taxé à 10% dès qu'on franchit l'exonération de 10 000 euros. Ce sera 10% pour l'ensemble. Et par contre, on a un autre parti qui a une autre lecture des dispositions qui nous dit, bah, écoutez, nous, la manière dont cet accord, et c'est des partis qui ont contribué à l'accord, hein, donc vous voyez qu'on est comme dans une situation assez étrange. L'autre partie nous dit, si un entrepreneur a au moins 20%, il bénéficie d'une exonération donc, sur le premier million. Par contre, les taux progressifs après s'appliquent indépendamment de la participation de 20%. Donc, vous aurez quelqu'un qui a 15%, il n'aura peut-être pas la première exonération sur le premier million. Par contre, il aura quand même 1,25% jusqu'à 2,5 millions, puis 2,25, puis 2,5 et etc. Alors, vous voyez qu'ici, conceptuellement, c'est important parce que les différences sont énormes. Mon sentiment est que ces taux progressifs ne seront valables que si vous avez 20%, je pense. Je vois mal sinon pourquoi est-ce qu'on aurait rédigé ça d'une telle manière. À nouveau, à voir quand le texte légal sera déjà sous la forme d'un projet et qu'il sera ensuite adopté. Euh, les points d'attention, c'est quand même important à ce niveau-là. Et le premier élément, c'est le seuil de 20%. On l'a dit ici, à un moment, on avait parlé d'un seuil de 5%, puis de 10%. Ici, on a 20%. 20%, c'est énorme. 20%, si vous lancez une société et qu'à un moment ou l'autre, vous faites appel à des nouveaux investisseurs qui entrent au capital, vous pouvez vite vous retrouver dilué. Si vous vous retrouvez dilué de manière telle à avoir 15%, par exemple, vous n'êtes plus dans ces conditions préférentielles. Donc, vous voyez que 20%, c'est quand même assez élevé. Alors, donc,
voilà, c'est quelque chose, on verra un peu de quelle manière ça va être traité. J'ai pu lire que beaucoup de business angels, etc., ou des sociétés ont fait part de leurs inquiétudes à ce niveau-là. On verra dans quelle mesure est-ce qu'on tiendra compte de leurs commentaires pour essayer d'atténuer un peu tout ça et peut-être garder un peu en tête la participation historique à ce niveau-là. Alors, on l'a mis ici. Également, combinaison possible avec les autres taux. Oui, le but, c'est de dire ici, on a de toute façon cette cotisation de solidarité, mais derrière, il n'empêche que une plus-value spéculative pourra toujours éventuellement être taxée à 33%. C'est un peu l'idée aussi à ce niveau-là. Donc, on a, en fait, cette cotisation de 10% vient vraiment un peu euh, rentrer dans le cadre qui était laissé libre avec l'exonération. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir des schémas un peu plus élevés à ce niveau-là. Euh, on en a parlé aussi au niveau des apports en nature. On ne sait pas trop vers quoi on se dirige. À nouveau, c'est assez technique, on va peut-être pas revenir ici dedans, mais voilà, on doit garder ça en tête aussi parce que ça arrive qu'on apporte des actions dans une nouvelle société en contrepartie d'autres actions. C'est un schéma qui est totalement classique. On ne sait pas encore trop, en tout cas, il y a rien dans l'accord du gouvernement à ce niveau-là. Alors, à partir de quand la législation s'appliquera-t-elle? Eh ben, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on parle d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2026, donc c'est-à-dire qu'une plus-value qui serait réalisée en 2025, pour l'instant, bénéficierait encore de l'ancien régime avec l'exonération dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé. Et alors, et c'est là où il y a le gros point d'interrogation, comment est-ce qu'on va calculer les plus-values? Si on dit la disposition légale entre en vigueur au 1er janvier 2026, c'est génial. Si vous avez des actions qui sont cotées en bourse, c'est pas compliqué. Vous prenez le cours de bourse au 1er janvier 2026, vous le mettez de côté, vous avez une preuve, ou même on le retrouvera, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on est dans le cas d'une société qui n'est pas cotée en bourse, là, ça se complique. Ah oui, parce que on va vous demander d'avoir une valeur des actions à ce moment-là. Mais si vous êtes déjà posé la question de la valeur des actions de votre société, vous savez certainement que vous aurez autant de valorisations différentes qu'il y a d'experts différents. Chacun aura sa valorisation, sa méthode. Alors, il existe une méthode assez classique selon laquelle on se base sur l'EBITDA qu'on multiplie par un certain coefficient et auquel on rajoute le cash et on soustrait les dettes. Alors, ça, c'est génial, c'est une méthode qui est assez claire, mais par contre, le coefficient, il est subjectif. Donc, à nouveau, en fonction du coefficient que vous allez appliquer, vous allez pouvoir gonfler la valeur historique au 1er janvier pour réduire la future plus-value. Il y aura à ce moment-là probablement des discussions peut-être plus tard assez houleuses avec l'administration sur la méthode de valorisation. L'autre élément, on l'a mis également ici, si vous avez l'habitude de faire pas mal d'opérations sur des actions cotées en bourse, euh, il va se poser la question de savoir quand vous avez acheté des mêmes actions les actions d'une même société à plusieurs reprises, comment est-ce qu'on fonctionne pour calculer la plus-value? Est-ce qu'on va tenir compte d'abord des premières actions achetées ou des dernières? Voilà, c'est un peu comme une gestion de stock. Ce ne sera pas forcément facile à ce niveau-là. Et de notre côté, en tout cas, on attend des clarifications au niveau de l'administration, à défaut de quoi, on devra nous-mêmes se prononcer sur la matière. Ça, c'est un autre point qu'on va aborder maintenant, qui a aussi beaucoup fait parler de lui, c'est le sort qu'il advient des réserves de liquidation et du régime VVPR bis. Alors, je vais peut-être faire un très bref rappel pour ceux qui n'auront pas ça en tête. On a en 2013 un nouveau régime qui est entré en vigueur à ce moment-ci, qui était le régime VVPR bis. Donc, c'est le régime du précompte réduit, qui signifie que si vous respectez toute une série de conditions, vous pouvez bénéficier d'un taux du précompte de 15% plutôt que de 30% sur les dividendes que vous distribuez. Les conditions sont assez étoffées, assez fournies. Il faut notamment que ce soit une petite société, il y a un délai d'attente, il faut que les actions soient émises en numéraire, etc. Vous voyez que si vous demandez un spécialiste, il vous sortira tout l'article légal qui est assez long. Mais ce régime donc, ne valait que pour des actions qui avaient été mises après le 1er juillet 2013. Si vous avez des actions qui ont été émises avant, elles ne sont, dans tous les cas, pas éligibles à ce taux de 15%. On a en outre eu le régime de la réserve de liquidation qui est venu lorsqu'on a mis fin au taux préférentiel sur le boni de liquidation. Le régime de la réserve de liquidation, c'est un autre régime. Lui, il s'applique aussi aux petites sociétés, mais indépendamment de la date à laquelle les actions ont été émises, qui est de dire, pas de souci, vous avez un bénéfice comptable de l'exercice. Vous pouvez décider de mettre ce bénéfice dans un compte distinct du passif. Vous allez alors payer 10%
du montant du bénéfice que vous avez, du bénéfice taxé, attention, hein, parce que là, on a déjà payé l'impôt des sociétés dessus. Du bénéfice taxé, vous payez 10% de ce montant, vous le versez à l'État, dans tous les cas, c'est perdu, enfin c'est perdu, vous ne pouvez pas le récupérer, et vous laissez cette réserve de côté, et si vous attendez un délai d'au moins 5 ans, vous pouvez distribuer un dividende en le prélevant sur cette réserve-là, et en ne payant à ce moment-là que 5%. Et encore mieux, si vous liquidez la société, à ce moment-là, vous ne payez plus rien sur cette réserve. Donc, vous aurez payé votre quittation de 10% et c'est tout. Quand vous faites le calcul, 10%, c'était le taux du boni de liquidation à l'époque. À ce niveau-là, il y a un petit problème, c'est que la réserve de liquidation, ben, d'une part, avait un délai d'attente un peu plus long que le VVPR bis une fois qu'on était dedans, puisque le VVPR bis, on a un délai d'attente à partir de la Constitution, mais après, on peut directement prélever, alors que la réserve de liquidation doit à chaque fois attendre 5 ans. Et par contre, en termes de taux, si vous aviez constitué une réserve de liquidation, on s'apercevait au fait qu'on ne payait que 13,64%. Pourquoi? Parce que les 10% payés initialement, c'était ce qu'on appelle en dedans. Et donc à ce moment-là, sur le solde, on payait 5%, on avait 13,64, contre 15% pour le VVPR bis. Donc on voit ici qu'on avait aussi une autre, je ne vais peut-être pas appeler ça discrimination, mais en tout cas un traitement un peu différentiel à ce niveau-là. L'idée maintenant, c'est de venir harmoniser ces deux régimes. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que le délai d'attente pour les réserves de liquidation va passer de 5 ans à 3 ans. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous créez une réserve de liquidation, vous devez attendre 3 ans à partir du dernier jour de la période imposable concernée. Donc, si maintenant j'ai mon bilan 2024, je crée une réserve de liquidation avec mon bénéfice 2024, mon dernier jour de la période imposable concernée, c'est le 31 du 12 2024. Eh ben, à ce moment-là, vous avez 3 ans plutôt que 5 ans pour pouvoir, après, décider de distribuer un dividende en le prélevant dessus. Ça, c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que le taux ne passera à ce moment-là plus à 5%, mais à 6,5%. En mettant un nouveau taux de 6,5 au moment où vous distribuez, on va avoir un taux global de 15%. Alors, on a des taux similaires. Le seul problème de la réserve de liquidation, c'est que ces 10%, vous les préfinancez. Donc, mine de rien, à ce niveau-là, je ne suis pas, moi, persuadé que ce soit vraiment bénéfique dans la mesure où le fait de payer 13,64 plutôt que 15 équivalait un peu au préfinancement de ces 10%. Et alors, on vient vous dire, et ça, à mon sens, la manière dont je l'ai lu, ça me paraît être assez pénalisant, que si on vient distribuer maintenant avant le délai de 3 ans, on payera 30% de précompte. Mais la manière dont j'ai lu la disposition, avant on avait 20%, ici c'est 30%. Donc on garde les 10% de cotisation au moment de la constitution et on ajoute 30%. Donc là, on a une vraie pénalité à ce niveau-là. Donc il faudrait bien l'attentif avec les réserves de liquidation quand on les constitue, à être certain qu'on ne doit pas venir prélever dessus. Alors, au niveau des particularités, ce qui est important, c'est que les réserves de liquidation qui ont été constituées avant le 1er janvier 2026, elles seront en principe soumises au taux actuel. Donc, on ne va pas venir avoir un effet rétroactif, mais par contre, le délai sera toujours de 5 ans. Voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Alors, au niveau du VVPR bis, par contre, là, c'est la seule petite modification. Donc, je vous parlais, c'est ce fameux taux de 15%. En réalité, c'était 15%, mais petite subtilité qu'on oublie souvent, c'est que ça pouvait être de 20% si on distribuait, si on faisait une répartition bénéficiaire du deuxième exercice après celui de l'apport. Donc, par rapport au régime de 15%, on prélevait un an plus tôt. À ce moment-là, on vous disait, pas de souci, mais alors là, vous payez 20% de précompte. A priori, on va supprimer ce taux de 20%. Donc, soit vous êtes dans les conditions du VVPR bis et vous avez un précompte de 15%, soit vous ne l'êtes pas. Et dans ce cadre-là, c'est le schéma classique, le précompte est à 30%. Voilà, on vient aussi à nouveau un peu simplifier à ce niveau-là. Et alors, le dernier point, on le met ici, mais on n'est pas vraiment certain parce qu'on n'a rien vu à ce niveau-là. Mais en principe, comme je disais, le taux de 0%, donc si vous liquidez la société pour une réserve de liquidation, devrait être maintenu. En tout cas, on n'a rien lu qui vient contredire ce point-ci. Donc voilà, il y a toujours un réel intérêt à constituer des réserves de liquidation. Alors ici, c'est en termes de exit tax. Je vais aller très vite dessus parce que c'est quand même un phénomène assez rare. C'est le phénomène où vous avez une société belge qui va s'installer dans un autre État. La seule subtilité qu'on a à ce niveau-là, ça peut arriver malgré tout, c'est que ben, le régime actuel prévoyait qu'on taxait toutes les plus-values
qu'on appelle latentes, mais qui n'étaient pas encore réalisées. Si vous aviez des actifs qui avaient une valeur comptable d'un certain montant, mais qui ont une valeur réelle plus élevée, à ce moment-là, on venait dire, bon, on va taxer ça à l'impôt des sociétés. Puis votre société allait dans l'autre État. Et là, si un jour elle distribue un dividende, c'était les règles à ce niveau aussi. La subtilité ici, enfin la modification qui est quand même assez importante, on va venir dire, pas de souci, on garde ce régime de taxation des plus-values, donc comme si on liquidait la société, mais en outre, on va aller un peu plus loin parce qu'on va partir du principe qu'à ce moment-ci, c'est vraiment comme une vraie liquidation, et donc on va taxer le boni liquidation dans le chef des actionnaires, etc. Donc on va vraiment venir taxer tout ce qu'on peut en Belgique, et c'est un peu comme si on repartait d'une page blanche dans l'autre État. Voilà, ça c'est la nouveauté à ce niveau-là. Alors à nouveau, c'est quand même pas un cas de figure qu'on rencontre super souvent, mais ça vaut la peine de le rappeler malgré tout. Et alors, le dernier point, au niveau fiscal, qui est assez important, c'est, ça concerne les sociétés de management et les indépendants. Ça fait quand même quelque temps qu'on voit qu'il y a une volonté de venir un peu rendre la vie plus compliquée pour les sociétés de management. Ici, on va avoir quelque chose d'assez concret puisqu'on va venir, en principe, augmenter, à nouveau en principe parce qu'on verra comment la loi sera rédigée in fine, mais on nous annonce qu'on va venir passer le montant de la rémunération minimum à 50 000 euros plutôt que 45 000. Alors je rappelle, si vous avez un bénéfice imposable qui est moins élevé, la rémunération ne doit pas être de 45, mais doit être au moins équivalente à ce bénéfice imposable. En principe, ici, ça va rester aussi pour les 50 000. On ne va pas exiger d'une société qui a un bénéfice imposable de 1 000 euros de venir avoir une rémunération de 50 000 euros. Il y a quand même une cohérence à ce niveau-là. Euh, donc, on va passer à 50 000 euros et on va venir indexer à l'avenir. Donc, ces 50 000 seront chaque année indexés. Donc, on devra chaque fois bien avoir en tête ce nouveau montant. On n'en parle pas ici, mais c'est important. On parle quand même, mais à partir de 2027, de venir augmenter la quotité exemptée d'impôt, de venir mettre un nouveau taux d'imposition de 35% qui va venir s'intégrer, etc. Donc, d'une certaine manière, la fiscalité sur le revenu professionnel sera un peu plus avantageuse. Ça devrait compenser l'augmentation de 50 000 euros. Ça devrait, dans l'ensemble, venir équilibrer la balance à ce niveau-ci. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on n'atteint pas les 50 000 euros? Pour l'instant, on n'a par exemple pas droit au taux réduit de 20%. Ici, on n'aura toujours pas droit au taux réduit de 20%. Et en plus, on n'aura pas droit à certains autres avantages. Je le parlais juste avant, les SICAV RDT. À ce moment-ci, le régime ne pourra pas être appliqué si, ou en tout cas, comme je l'ai dit avant, on ne pourra pas imputer le précompte mobilier qui a été retenu si on n'a pas cette fameuse rémunération. Donc voilà, on voit que ça va être un peu plus large à ce niveau-ci. Il y aura un réel intérêt, entre guillemets, à mettre en place une rémunération minimum conforme aux dispositions fiscales. Euh, on en parlait ici également. Euh, un des points, c'est l'administration fiscale, ou en tout cas le ministre des Finances, depuis quelque temps, voyait d'un très mauvais œil la prolifération, on va dire, des avantages de toute nature comme mécanisme de rémunération. Ça fait quand même quelque temps qu'on dit au niveau des autorités fiscales et du ministre des Finances que la rémunération, c'est en principe du cash et éventuellement quelques autres avantages. Ici, on vient vous dire que on va venir limiter d'une certaine manière la rémunération en ATN à maximum 20% du montant de la rémunération brute qui sera attribuée. Bon, le problème qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas encore réellement de sanctions. Donc, on ne sait pas si, par exemple, on ne pourra pas en tenir compte pour la règle des 50 000 euros, de certains avantages de toute nature, ou est-ce qu'on aura une autre sanction. Tout ça n'est pas très clair encore à ce niveau-là. Donc, on attend de voir, mais voilà, on voit déjà qu'il y a quand même, en tout cas, une volonté de réduire le montant des ATN. Si je peux faire un petit lien à ce niveau-là, j'ai donné il n'y a pas tellement longtemps un webinaire sur la fiscalité automobile. On voit que le montant de l'avantage de toute nature pour les véhicules électriques est quand même nettement moindre et également pour les véhicules hybrides est nettement moindre. Et donc, il y a peut-être un intérêt aussi à réfléchir à ce niveau-là et à bien tenir compte du montant de l'avantage de toute nature pour les voitures. Et alors, dernier petit aparté, sur les voitures, on n'en parle pas ici, mais je le dis, on parle de décaler les plafonds en termes de déductibilité pour les véhicules hybrides de 2 ans. Et donc, on aurait le taux maximum de 75% qui serait applicable non plus jusqu'en 2025, mais également jusqu'en 2027. En tout cas, on parle de ça pour l'instant. Donc, voilà, ce sera. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on publiera un article cet après-midi sur le site. Vous pourrez regarder tout ça sur le site internet.
Et alors, dernier point, et après je laisse la parole à Dylan, nous avons une déduction spéciale pour les indépendants qui va venir se greffer à la déduction des autres frais, qui va permettre de réduire la base imposable davantage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-ci et je cède la parole à mon collègue Dylan qui va parcourir avec vous les dispositions en termes de travail et de sécurité sociale. Un grand merci. Merci Guillaume. Oui, on a fait quelques points sur droit du travail et sécurité sociale. Comme Guillaume vient de le dire, sur le site web, vous retrouvez toutes les mesures en néerlandais, français et en anglais par catégorie de chapitre de l'accord gouvernemental. Principes de base, vous les connaissez parce qu'ils étaient déjà dans la presse. La réforme vise à euh, euh, employer 80% de la population active, là où à l'heure actuelle on est à 72% de la population active. Le travail doit être rémunérateur. Limitation des allocations de chômage dans le temps, ça c'est quand même une grosse différence ou un gros changement. Activer les malades de longue durée et simplification administrative pour les employeurs. Si on voit premier chapitre, durée du travail, il y aura un cadre légal pour la flexibilité. Flexibilité du temps de travail, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est prévu dans la loi. Peu de possibilités de flexibiliser l'emploi et de l'appliquer dans les sociétés. Une des mesures qui existe déjà dans quelques comités paritaires, c'est l'annualisation du temps de travail qui est prévu encore pour être dans tous les secteurs cette année-ci. Et ça veut dire que on peut travailler sur une partie de l'année plus que 38 heures et pour une autre partie le compenser à travailler moins de 38 heures. La règle qui existe pour le temps du travail, temps partiel, qui doit être au moins 30%, un troisième d'un temps plein, cette règle sera supprimée. Également, suppression de l'interdiction de principe qui existe pour tous les secteurs, mais pas mal de secteurs ont déjà des exceptions sur cette règle de principe. Interdiction du travail de nuit est supprimée. Et pour le secteur de distribution, c'est-à-dire le secteur qui est quand même impliqué pas mal dans e-commerce et autres, on va changer le début du travail de nuit à partir qui est pour l'instant à 20 heures et ça sera changé à minuit 24 heures. Augmentation des heures supplémentaires volontaires, une mesure qui existe déjà depuis quelques années et qui est pour la plupart des secteurs maintenant à 220 heures, sera augmentée à 360 heures par an. Pour le secteur d'Oreca, il y a encore une exception et pour eux, c'est encore un seuil plus élevé. De ces 360 heures, 240 seront bénéficielles, c'est-à-dire sans sécurité sociale et sans charge fiscale dessus. Merci. Deuxième prochain slide. Oui. Rémunération alternative. Guillaume a fait référence à rémunération alternative pour les dirigeants d'entreprise. Aussi, pour les employés, il y aura des changements. Les montants des chèques repas seront augmentés et portés à 12 euros partie valeur totale. La partie employeur sera moindre puisque aussi l'employé paye une partie du chèque repas. Suppression progressive des autres systèmes de chèques, c'est-à-dire chèque sport, chèque culture et éco-chèque. Simplification et harmonisation de deux systèmes qui sont aussi bien connus, c'est-à-dire CCT 90 et la prime bénéficiaire, c'est-à-dire les conditions pour appliquer ces systèmes seront plus faciles et seront harmonisées. Et aussi un cadre légal pour la rémunération flexible, plan cafétéria et autres, et échange de salaire entre salaire fixe et avantages en nature ou avantages additionnels, rémunération alternative.
à un seuil de maximum 20%, ce qui est un peu similaire que ce qui est prévu pour les dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire, on veut oui, faire bénéficier le salaire cash. Coût du travail, quand même aussi, évidemment important, puisque la fiscalité est assez élevée en Belgique, mais aussi la parafiscalité est assez élevée en Belgique. Plafonnement des cotisations ONSS, c'est-à-dire au-dessus un salaire de 275 000 euros par an, il n'y aura plus de partie patronale. Hein, c'était évidemment que pour les cadres supérieurs. L'idée est qu'on veut éviter que les gens euh, s'organisent en société de management pour éviter ces cotisations élevées. Plan plus, c'est-à-dire mesures, oui, mesures cibles pour les cotisations d'emploi pour les premiers engagements seront changées, reformées. Pour le premier employé, on a encore droit à 2 000 euros de réduction de cotisation sociale par trimestre et ça pour une période indéfinie. Pour les prochaines embauches, on a droit à 1 000 euros par trimestre pendant une période de 3 ans. Prochain chapitre, contrat de travail. Là, il y a quand même aussi pas mal de choses qui vont changer. Dans les années passées, avec le deal de l'emploi, on avait déjà essayé de changer le droit du travail qui est quand même pas trop moderne, certainement, si on va comparer avec des autres pays au sein de l'Union européenne. On va rétablir la période d'essai qui existait jusqu'au statut unique, mais on va le réinstaurer. Période d'essai, c'est-à-dire que dans une période des 6 premiers mois de l'engagement, on peut licencier quelqu'un et aussi la personne, le travailleur, peut donner son préavis avec 1 semaine de préavis. Indemnité de licenciement sera activée par des mesures d'emplacement et autres. Et pour les nouvelles embauches, un délai, nouveau contrat de travail, un délai de préavis maximal d'un an, 52 semaines, indépendamment de l'ancienneté. Emploi étudiant, aussi une mesure qui sera prévue dans la loi et qui sera pour tous les secteurs et qui restera comme ça. C'est-à-dire à partir de 15 ans, on peut bénéficier de cette mesure pour les étudiants de les engager pour au moins 550 heures par an. FlexiJobs seront également encouragés, augmentation du revenu annuel que les gens peuvent travailler, augmentation du salaire minimum et extension à tous les secteurs avec possibilité pour les secteurs d'avoir un opt-out spécifique sur cette mesure. Là où maintenant c'était prévu pour quelques comités paritaires, maintenant ça sera pour tous les secteurs privés. Formes existantes d'interruption de carrière seront réformées en un crédit familial. Ça, c'est encore à voir dans les textes légaux ce que ça va donner en pratique. Puis pour les indépendants également, quand même, quelques mesures qui vont changer. Un meilleur statut pour les indépendants en activité complémentaire, c'est-à-dire ceux qui veulent soit commencer en statut d'indépendant, soit ils ont une autre activité, mais à titre auxiliaire complémentaire, ils ont une activité. On va créer un statut spécifique pour cette catégorie d'indépendants. La cotisation pour les pensions additionnelles, augmentation du pourcentage qu'on peut contribuer et qui sera déductible évidemment à partir de l'année prochaine. Ça a augmenté légèrement. Pour les indépendants en activité complémentaire, eux aussi pourront contribuer dans ce système. Et puis une réforme qui est prévue pour les
trois systèmes qui existent à l'heure actuelle pour les pensions du deuxième pilier pour les travailleurs indépendants. Et puis, deux mesures où, puisque c'est quand même très spécifique, on ne va pas expliquer tous les détails, mais limitation des allocations de chômage dans le temps, c'est-à-dire ça dépend en fait de l'ancienneté du travailleur, mais pour une période maximum de 2 ans. Et ça, c'est quand même historique, disons, parce que la Belgique était le seul pays européen où il y avait une possibilité de rester sur les allocations de chômage pour une période indéfinie. Et puis, une fois par carrière, on aura le droit à la démission sans perte d'allocation de chômage, mais une limite quand même d'allocation de chômage pour une période de 6 mois. Réforme également des régimes des retraites. On ne va pas mentionner tous les détails, mais quelqu'un qui a travaillé pour durant une carrière de 42 ans pour un travail plein, il aura droit à prendre déjà sa retraite à partir de 60 ans. Prochain chapitre porte sur les maladies de longue durée, puisqu'on a vu que le taux de chômage est assez bas, mais par contre, les maladies de longue durée ont augmenté dans les 10 dernières années. On veut prendre des mesures additionnelles pour activer aussi les malades. Et les encourager de retrouver ou de reprendre le travail. L'attestation médicale pour un jour de maladie, comme vous le savez, à l'heure actuelle, c'est prévu que pour 3 maladies, périodes de maladie d'un jour, on est exonéré de envoyer un certificat médical, sauf pour les PME. C'est maintenant réduit à 2 absences. Une politique active de gestion des absences en entreprise, c'est-à-dire les employeurs seront attendus et encouragés de rester en contact avec leurs travailleurs qui sont en période de maladie et de les encourager de revenir au travail ou de retrouver un autre boulot. L'entreprise doit également payer 30% de l'allocation INAMI pendant 2 mois après la période de salaire garanti. Voilà, ça c'est en bref les mesures droit social et sécurité sociale. Je ne sais pas s'il y a des questions que on peut. Je pense qu'il y avait des questions qui ont été posées en matière fiscale. On y a répondu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va encore rester un peu. Vous pouvez les poser dans le petit chat. Hein. Vous avez un Q&A pour ça. Et sinon, de toute façon, je vais passer le dernier slide où vous avez nos coordonnées. Donc, vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions par rapport à ces différents points. Ah oui, pour le FLA, oui, ça c'est une bonne question. FLA sera aboli. Hein. L'obligation d'avoir les démarches concernant l'éducation ou le training en interne, la mesure n'est plus applicable, ne sera plus applicable. Concernant les droits d'auteur, là, c'est pas encore certain, mais peut-être Guillaume, toi, tu peux en. Oui. Voilà. Ce qui apparaît pour l'instant en termes de droits d'auteur, on parle de réintégrer en tout cas le secteur de l'IT. Si vous aviez un peu suivi les développements, il y avait eu une modification légale par laquelle le Code impôt sur les revenus renvoyait aux dispositions du Code de droit économique en matière de droits d'auteur, mais ne renvoyait en réalité qu'à certains articles et semblait exclure expressément les programmes informatiques. Ça a été assez compliqué. Il y a eu un recours devant la Cour constitutionnelle qui n'a pas invalidé la disposition. Euh, Ici, en tout cas, on parle de revenir à un régime d'avant cette réforme et donc de laisser la possibilité au secteur de l'IT de bénéficier à nouveau de droits d'auteur et de pouvoir rémunérer en partie sous ce régime.
Et alors... Ah oui, voilà. Et oui, bon, il y avait la question que rien n'est sûr pour l'instant. Jusqu'à un certain niveau, c'est vrai, hein, parce que on n'a pas les textes légaux ne sont pas encore prêts et ne seront pas prêts dans les semaines à venir, mais euh, oui. Tout est encore à confirmer, à découvrir. Et de mon côté, je vais peut-être en profiter parce que c'est vrai qu'en matière fiscale, il y avait quelques autres petits points qu'on on n'a pas eu l'occasion d'aborder. Un point assez important, on parle de supprimer la déduction ordinaire des intérêts d'emprunt pour les secondes habitations, par exemple. Donc, quand vous avez souscrit un emprunt, ben, vous savez que maintenant, en ce qui concerne les emprunts souscrits pour l'habitation qui est l'habitation propre, et donc ce qui concerne les matières régionales, vous savez qu'on n'a plus de régime de déduction ou de réduction d'impôts. Tous les avantages sont au niveau régionaux des abattements sur les droits d'enregistrement. En Wallonie, on vient de prendre le pas aussi, le chèque habitat n'est plus, alors il existe encore pour les anciens emprunts, etc. Euh, on avait supprimé à partir du 1er janvier 2024 la réduction pour épargne à long terme, donc pour les emprunts souscrits à partir de ces dates-là. Donc on ne pouvait plus bénéficier d'une réduction pour épargne à long terme. Euh, Maintenant, on parle de supprimer le dernier point qui existait encore à ce niveau-là, qui est la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt des revenus immobiliers quand vous avez, par exemple, une seconde résidence ou alors un cas assez qu'on rencontre souvent pour les dirigeants d'entreprise, lorsqu'un dirigeant donne en location une partie de son habitation à sa société. À ce moment-là, pour la partie qui n'était pas l'habitation propre, il pouvait déduire les intérêts d'emprunt. Voilà, en tout cas pour les nouveaux emprunts, on parle de supprimer ça. Et alors je vois qu'il y a une Il y nouvelle. avait encore une question sur les chèques repas. Est-ce que vous connaissez la quote-part employeur? Non, c'est pas prévu dans le texte. Ce qui est prévu dans le texte, c'est que ça sera fait en deux fois, c'est-à-dire une augmentation vers 10 euros et puis une prochaine année vers 12 euros, mais c'est pas prévu ce qui est la partie patronale et la partie travailleur. euh, et alors je reprends en ce qui concerne les branches 23, euh, il n'y a rien qui est précisé à ce niveau-ci. Bon, l'accord de gouvernement fait 209 pages, mais comme il couvre tout, tout est chaque fois assez, enfin, je dirais pas laconique, mais assez, assez rapide. Euh, pour en avoir un peu discuté avec, et un peu avoir lu sur le sujet, on pense qu'elle pourrait en tout cas être intégrée en effet dedans, que le revenu qui serait dégagé d'un placement en branche 23 par exemple, ou dans d'autres types de produits, serait compris dans les actifs financiers. Et alors, pour la réserve de liquidation, donc la période, donc pour les réserves qui ont été constituées avant la date d'entrée en vigueur, on garderait le délai de 5 ans. Bah, bon, au final, le temps de se mettre dedans, on l'aura vite atteint. Et alors, donc, ce délai de 3 ans ne serait valable. Euh, bon, je prends un exemple, mais je ne suis pas dans les petits papiers de l'accord gouvernemental, donc je ne sais pas comment ce sera mis. Mais prenons l'exemple d'une réserve d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Euh, à ce moment-là, ben, la réserve de liquidation, à mon sens, est réputée constituée, par exemple, pour un bilan qui clôture au 31 du 12, est réputée constituée au 31 décembre 2025, puisqu'elle est comptabilisée indépendamment de la date à laquelle elle a été approuvée par l'Assemblée générale. Euh, la période imposable à laquelle se rapporte, c'est celle-là. Donc là, potentiellement, on aura encore 5 ans. Et par contre, si on clôture au 31 mars 2026, ben là, on pourrait déjà bénéficier des 3 ans. Peut-être que ça va fonctionner comme ça. Ou peut-être que expressément, ça arrive souvent que le législateur anticipe cette problématique et du coup disent très clairement, ben, on va partir du principe que si une réserve de liquidation a fait l'objet d'une assemblée générale qui date d'après la date d'entrée en vigueur, on pourra déjà bénéficier du délai de 3 ans. C'est possible également. Comme le disait Dylan et comme j'ai dit avant, ben, forcément, ici, on a un accord de gouvernement. Si vous regardez l'accord de gouvernement, vous voyez que chaque fois, on explique un peu les grandes lignes. Le but, c'est d'avoir vraiment les grands principes sur lesquels on ne peut pas revenir. Après, là, dans le détail, je pense qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de travail pour ce gouvernement. Forcément, on vous tiendra informé, on publiera à ce niveau-là. Si on a des grandes mesures importantes, on réorganisera très certainement des webinaires
par mesure phare, ou en tout cas si on a une loi programme qui entre en vigueur, très certainement avec à ce moment-là les dispositions précises. Donc voilà, vous aurez forcément toutes les informations. Si vous êtes abonné à la newsletter, ben, vous recevrez à chaque fois les invitations pour pouvoir suivre l'actualité au plus proche. Et ben, comme toujours, sur le site internet, vous trouvez toujours dans les news tous les articles à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, vous avez toujours nos coordonnées en bas si vous avez une question ou quoi que ce soit. On vous invite avec grand plaisir à nous recontacter, à poser vos questions pour qu'on puisse échanger. Alors, je vois qu'il y a encore... Ah oui, voilà. Les SICAV RDT étaient l'équivalent système Probos. Non, le principe des SICAV RDT, c'est c'est un investissement que fait la société en actions, des actions d'un fonds, qui, en principe, dont les revenus sont en principe taxables à l'impôt des sociétés, parce que on n'a pas 10%, ou on n'a pas 2,5 millions. On a prévu pour ces investissements dans des actions d'un fonds un régime préférentiel, mais le fonds doit respecter toute une série de conditions, dont par exemple, ses statuts doivent prévoir qu'il doit distribuer au moins 90% des revenus qu'il perçoit, etc. Euh, Si toutes ces conditions sont remplies, les dividendes ou les plus-values qu'on génère via ce fonds bénéficient du régime des RDT et donc sont donc non taxables. Ça, c'est le régime des RDT, donc de la SICAV RDT, qui est donc un produit d'investissement qu'on voit par exemple quand vous avez pas mal de cash en société. Mettons, vous êtes dans une politique où vous constituez des réserves de liquidation. Du coup, le cash s'emmagasine sur les comptes de la société. Ben, vous dites, je vais le mobiliser pour générer un revenu. Vous investissez en SICAV RDT. Ça, c'est le mécanisme à ce niveau-là. Le système Probos, c'est complètement différent. Le système Probos c'est le nom d'une société, il y en a d'autres d'ailleurs qui le font. Donc c'est le système des stock options. Là, le principe, c'est que on a un régime fiscal préférentiel pour une société qui donne gratuitement à ses employés, à ses dirigeants, des options sur actions. Le principe ici, c'est de dire qu'on a un calcul de l'avantage de toute nature qui est préférentiel, qui équivaut à 20% de la valeur des actions ou même à moins si on respecte certaines conditions. Et alors, ce régime-là, à la base, c'était un régime qui permettait justement d'attribuer des actions de sa propre société à ses employés à un taux assez faible, ou en tout cas une option pour pouvoir acheter les actions. Ce régime a été un peu dévié, mais ça, c'est admis. Et on retrouve par Microbos des systèmes où une société donne gratuitement à son dirigeant des options sur des actions qui sont cotées en bourse, par exemple. Le dirigeant donc reçoit ces options, est taxé de manière préférentielle, a un avantage de toute nature taxé de manière préférentielle. Il attend un an, et dans un an, ce qui se passe le plus souvent, soit il lève les options et il achète les actions à un tarif, donc il achète au prix de l'option, mais elles valent plus, ou alors, ce qu'on voit le plus souvent, c'est qu'il revend très simplement l'option à sa société. Et donc, je prends un exemple, alors les chiffres sont probablement pas corrects, mais si vous avez attribué une option qui valait 20 000 euros, vous avez été taxé, j'en sais rien, sur un ATN de 4 000, donc vous avez payé 2 000 euros d'impôts plus 1 000 de cotisations sociales. Je prends un peu au hasard. Vous revendez à ce moment-là les options à votre société pour 20 000 euros et elle vous paye ce montant-là. Elle les détruit les options, donc elle fait une moins-value déductible. C'est comme si elle avait payé du salaire et vous n'avez payé que 2 000 euros d'impôts et 1 000 de cotisations, hors frais de plan de Probos, forcément. Donc c'est vraiment un régime de rémunération alternative, alors que la SICAV RDT, c'est un investissement en société qui permet juste de mobiliser des trésoreries de la société qui sont probablement improductifs. Voilà, j'espère que c'était assez clair à ce niveau-là. N'hésitez pas à me recontacter si ce n'est pas le cas. C'est assez technique, forcément. Ben voilà, écoutez, je pense qu'on arrive au bout du webinaire et on a répondu à toutes les questions. Ben, je vous remercie beaucoup pour avoir, participé passivement à ce séminaire et en tout cas à nous avoir écoutés. Comme je vous l'ai indiqué, vous allez recevoir le lien vers le site internet avec la petite brochure explicative. Et ben, évidemment, je vous invite à nous recontacter pour toute autre question que vous auriez. Merci. Génial. Merci beaucoup. Et alors, le temps que tout le monde s'en aille, je vais répondre à la dernière petite question. Comme ça, comme ça, il y a une réponse. Donc, 10 000 euros de seuil d'indexation par action. Donc ça, c'est ce que je disais pour l'exonération des plus-values sur action. Le texte est, à mon avis, pas très bien rédigé à ce niveau-là, laisse une certaine ambivalence. Les professionnels semblent tous aussi ne pas trop savoir.
mon sentiment est qu'on aura une exonération par année pour toutes les plus-values. Donc, on va regarder tous les plus-values, on va vous dire, ben, on va exonérer 10 000 euros, comme on le fait pour les dividendes maintenant, où c'est l'ensemble des dividendes. Ce ne sera pas par plus-value. Mais à nouveau, il faudra voir le texte qui va apparaître à ce niveau-là parce qu'on n'est pas encore très sûr. Voilà, mais c'est mon point de vue en tout cas. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.